En ce vendredi 28 janvier, voici votre édition de Info.tvc. Ici Marc Baudouin. Bonne émission. Bon dernier vendredi du mois de janvier à tous et à toutes. Donc, on va débuter avec les actualités en bref. Commençons tout d'abord avec les statistiques de la COVID-19. Cette semaine, on a recensé 70 nouveaux cas dans la vallée de la Matapédia, ce qui monte à 1059 cas depuis le début de la pandémie et on est présentement à 86 cas actifs. C'est cette semaine que le premier ministre François Legault a lancé sa phase 1 du déconfinement, ce qui veut dire qu'à partir du 31 janvier, donc lundi prochain, les salles à manger des restaurants pourront réouvrir, mais seulement à 50 % de leur capacité et le passeport vaccinal sera exigé. Pour les places en restaurant, 4 personnes ou 2 bulles familiales seront permises par table. C'est la même situation pour les rassemblements dans les maisons privées, donc 4 personnes ou 2 bulles familiales peuvent se réunir à l'intérieur. Les pratiques sportives, parascolaires et civiles pour les personnes âgées de 18 ans et moins seront à nouveau permises, donc seulement les pratiques, pas les matchs, pour un maximum de 25 personnes. La phase 2 qui sera mise en place à partir du 7 février permettra la réouverture des salles de spectacle, de cinéma et des lieux de culte. Et pour ce qui est des sports pour adultes, les centres de conditionnement physique et les bars, ceux-ci devront attendre à la phase 3. Actuellement, aucune date n'a été émise pour le déconfinement de la phase 3. Les activités de dépistage de la COVID-19 sont à nouveau offertes à l'hôpital d'Amqui 7 jours sur 7, de 8h à 16h sur rendez-vous via le site web ou par téléphone, dont vous pouvez voir les coordonnées dans le bas de l'écran. Et puis, vous pouvez voir, c'est ça, vous les voyez au bas de l'écran. En conséquence, le site de dépistage de masse qui était situé au club de 50 ans et plus est maintenant fermé. Donc, tous les dépistages se font à l'hôpital d'Amqui. Il faut quand même rappeler que les tests de dépistage sont réservés à certaines clientèles prioritaires. Donc, si vous avez des symptômes de la COVID-19, on vous encourage d'utiliser le test rapide. Et en parlant de tests rapides, si vous les utilisez, le gouvernement du Québec a mis en place une plateforme pour effectuer la déclaration de votre résultat. Lorsque vous êtes sur le site, dont l'adresse apparaît également au bas de l'écran, vous devez remplir le formulaire de déclaration en inscrivant votre nom, votre sexe, votre date de naissance et votre numéro d'assurance sociale. Et ce, pour tous les tests rapides effectués, que le résultat soit positif ou négatif. Les résultats invalides ne doivent pas être déclarés. Si vous avez besoin d'aide pour remplir le formulaire, vous pouvez contacter Service Québec au 1-877-644-4545. La Fondation Action Santé Vallée de la Matapédia a annoncé que le bonnet douceur est maintenant disponible au département d'oncologie de l'hôpital d'Amqui. Ces bonnets ont été confectionnés par des bénévoles afin de procurer un peu de réconfort et de douceur aux usagers du service qui traversent cette période moins colorée de leur vie. Si vous avez du talent et que vous avez du temps à offrir pour la confection de bonnets, ou si vous voulez faire une contribution volontaire pour soutenir le projet, bien, contactez la Fondation au 88 629 2211 poste 2397 ou à fondation.action.santé.vm@gmail.com. Après Sébec et Val-Brillant, c'est au tour de la municipalité de Saint-Noël de voir sa résidence privée pour aînés
fermer ses portes. Les derniers déménagements se sont finalisés il y a plus d'un mois. La résidence Beau Séjour accueillait 9 personnes âgées semi-autonomes. Le manque de main-d'œuvre a amené la fermeture de la résidence. Selon le CIS du Bas-Saint-Laurent, parmi les 9 résidents, 7 auraient été relocalisés sur le territoire de la Matapédia. Le mois de janvier aura été un mois record du froid dans la vallée de la Matapédia. Selon Environnement Canada, le mercure a descendu à moins 40,4 degrés Celsius à Amqui dans la nuit de mercredi à jeudi. Le record précédent datait de 1920 avec une température de moins 39,5 degrés Celsius. Samedi dernier, le 22 janvier, Météo Média annonçait également un record de froid, mais cette fois-ci à cause abscale. Le mercure a atteint moins 39,7 degrés Celsius. La température la plus froide avait été enregistrée en 1961 avec moins 38,3 degrés Celsius. Ce sont des températures très, très froides, mais maintenant, aujourd'hui, on est bien installé, bien au chaud pour vous présenter cette émission. On va vous présenter l'entrevue avec le maire de Sébec, Marcel Bilzil, et cela mettra une fin à la série de 3 entrevues qui ont été effectuées avec 3 maires de la région pour parler de leur première année, de leur premier mandat. Les mesures sanitaires ne font pas l'unanimité. Certains trouvent qu'elles sont trop sévères, certains trouvent qu'il devrait en avoir plus. Bref, on ne s'entend pas, c'est correct. Chacun a son opinion et on va se diriger du côté de la municipalité de Saint-Irène, dont le conseil municipal a adopté une résolution pour soutenir les partis de l'opposition du gouvernement du Québec pour demander une enquête publique sur la gestion de la pandémie. Je me suis entretenu avec le maire Sébastien Lévesque à ce sujet. La semaine dernière, c'était le retour en classe en présentiel pour les élèves. On discute de ce retour en classe pour les enseignants dans un contexte de pandémie et de pénurie de main-d'œuvre avec le syndicat de l'enseignement de la région de la Métis. Ce retour a également fait jaser du côté de l'école Armand-Saint-Onge, puisque les concentrations sportives n'ont pas repris en même temps, ce qui a créé beaucoup de questionnements du côté des parents du conseil d'établissement. D'ailleurs, la réunion qui a eu lieu au début de la semaine a été interrompue par manque de temps. Après la pause, on vous présente l'entrevue avec le directeur général du Centre de services des Monts-et-Marais, du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, et pour mieux comprendre la situation. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Le retour en classe s'est effectué la semaine dernière et le gouvernement Legault a également autorisé la relance de l'entraînement sportif en contexte scolaire. Par contre, comme il n'y a pas de programme sport-études à l'école Armand-Saint-Onge d'Amqui, les activités de concentration sportive n'ont pas repris et la situation s'est enflammée. Le sujet a été abordé dans le cadre de l'émission Duo d'enfer à la radio de CFYX 93. Une mobilisation chez les parents du conseil d'établissement s'est produite pour mettre de la pression sur le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais pour la reprise des activités qui ont lieu cette semaine. Donc, pour mieux comprendre la situation, je suis en compagnie du directeur général du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, Alexandre Marion. Bonjour, M. Marion.
Bonjour. Ça a été une grosse semaine pour vous là, la semaine dernière. Là. Il y a eu beaucoup de gestion à faire. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, vous me l'apprenez. Je pensais pas qu'elle était si grosse que ça. Moi, je me souviens pas qu'on ait fait des pressions puis qu'on m'ait demandé de. J'étais pas dans et l'émission à laquelle vous référez, là, je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, c'est ça, c'est une émission de radio. Ils en ont parlé. Là, ils trouvaient, voyons, on n'est pas à Montréal ici, pourquoi qu'on ne peut pas reprendre les sports? C'est un sujet qui a fait beaucoup jaser. Ben, écoutez, la situation, là, si je la résume là, de façon. C'est à la base assez simple. Là. Premièrement, tout le monde a bien hâte que toutes les activités reprennent. Nous, les premiers, l'équipe école d'Armand-Saint-Onge a bien hâte qu'on revienne à la normale pour le mieux-être des élèves. Le milieu est très dynamique. Il y a beaucoup de sports, il y a beaucoup d'activités de toutes sortes à l'école secondaire. Puis le mandat qui a été donné avant le retour du 17 janvier, le mandat qui a été donné aux directions, aux équipes écoles, c'est de se concentrer sur la classe. Vraiment, là, c'est de démarrer les classes là, pour revenir sur notre mission qui est centrée sur la réussite des élèves puis sur la sécurité des élèves. Parce que, souvenez-vous dans quel état nous étions là, le 15, le 16 janvier, on n'était pas certain du nombre de membres de personnel qu'on aurait sur place, est-ce que toutes les classes seront ouvertes et tout ça. Alors, le mandat qui était donné, c'était celui-là. Bon, au niveau du parascolaire, les activités parascolaires, c'est malheureux, mais ce n'est pas encore permis par le ministère. Le ministère ne l'autorise pas. Puis comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, bien, il n'y a pas de sport-études à l'école Armand-Saint-Onge. Entre les deux, le ministère a tracé la ligne là, entre le parascolaire et les activités en concentration sportive ou artistique ou autre. Et le sport scolaire, on a dit qu'il n'y a pas d'activité parascolaire, donc ce qui est à l'extérieur de l'horaire régulier des classes. Puis entre les deux, le ministère permet ou autorise, si vous voulez, un milieu à soustraire quelques heures qui sont prévues au régime pédagogique pour participer à une activité, parlons de sport, là, par exemple de la natation, du hockey, et puis ça facilite l'accès à des plateaux parce que si toutes les activités étaient après l'école ou avant l'école, les plateaux ne seraient pas tous libres en même temps. Donc, cette souplesse-là nous permet d'avoir accès à plusieurs plateaux et d'organiser plusieurs activités. Mais la facture, ce que le ministère exige et ce dont on ne peut pas se soustraire, c'est qu'il faut remplacer ces heures d'enseignement-là. Il faut donc qu'il y ait de la récupération, il faut qu'il y ait de l'enseignement synchrone, il faut qu'il y ait des périodes d'enrichissement, il faut que ce soit prévu à l'horaire de l'élève pour respecter la valeur du diplôme et le régime pédagogique qui comme vous le savez, là, qui est une loi, c'est adopté à l'Assemblée nationale. Donc, la première semaine, on s'est concentré, la direction et l'équipe école s'est concentrée sur ça. Aller chercher ces validations-là. Et de ce que j'ai compris de la direction d'école, à la fin de la semaine, on est en bonne voie de relancer la plus grande partie des activités qui étaient liées à ces concentrations, là qu'on appelle dans le milieu le multivase, donc, qui est assez dynamique. J'ajouterais là qu'on attend avec impatience partout dans le centre de service scolaire la réouverture ou la permission, si je peux m'exprimer ainsi, là, de tenir des activités parascolaires. C'est essentiel de faire bouger nos jeunes, pas juste à l'école Armand-Saint-Onge, partout dans le réseau. Puis je comprends qu'il y a des indicateurs, que c'est difficile en santé, puis le ministère agit en bon père de famille. Mais dans les écoles, le parascolaire, mon Dieu que c'est important, qu'on a hâte que ça débloque partout. Donc, dans le fond, pour bien comprendre, le sport-études, ça se passe sur les heures de cours et tout ce qui est concentration sportive, c'est ce qui se passe en dehors des heures de cours. Donc, c'est là qui faisait la différence? C'est encore plus subtil que ça, là. Regardez, le parascolaire, c'est complètement à l'extérieur des heures de cours et c'est le seul. Le sport-études, c'est un programme qui est dédié, c'est un programme qui est enrichi où le ministère va dire « Je vous accorde un sport-études parce que vous êtes en partenariat avec une fédération sportive agréée qui fait un partenariat avec une école et on va compresser le régime pédagogique pour des élèves. C'est un programme qui est vraiment enrichi. Donc, on respecte le 8 heures maximum d'école par jour, incluant l'entraînement sportif et le travail en classe. On n'a pas ça à l'école Armand-Saint-Onge. D'ailleurs, on ne l'a pas sur le territoire. Là. Il n'y a pas de programme sport-études. Par contre, à Armand-Saint-Onge, pour les flexibilités souhaitées que je vous expliquais tout à l'heure,
bien, on a développé des concentrations sportives. Puis il y a un dynamisme incroyable. La communauté est là, les enseignants sont là, l'équipe école en entier. Ça vibre vraiment au gré de ces activités-là qui deviennent des champs d'intérêt pour les élèves. Puis c'est un facteur de protection. C'est un facteur de protection qui favorise la réussite des élèves. Donc, on est très fiers de ça. Bien sûr, on ne veut pas déroger à aucune règle ministérielle et on ne voudrait surtout pas créer un climat qui est pas sécuritaire là, dans le contexte pandémique qu'on vit. On veut que ça soit sécuritaire et que ce soit plaisant pour tout le monde, intervenants et élèves. Oui, tout à fait. J'imagine la priorité, avant tout, c'est la sécurité. Alors, avant de reprendre les activités, on va s'assurer que ça soit sécuritaire. Là, vous mentionnez qu'il y avait une partie des activités qui reprenaient. Là, si j'ai bien compris, il y a des activités qui reprennent cette semaine. Oui, c'est ce que j'ai compris aussi. Ouais. OK. Est-ce que vous savez, là, vous dites que c'est une partie seulement des activités. Est-ce qu'on sait lesquelles activités reprennent? Toutes les activités qui étaient sous l'égide des concentrations, là, dont on a entendu parler, le hockey, avec des réserves. Là, hein. Le hockey, vous savez, on a hâte d'aller jouer là, contre d'autres écoles. Là. On a des équipes qui sont extraordinaires à l'école SASO. On n'a pas le droit de faire de tournois, on n'a pas le droit de faire de compétition. Ça, c'est une limite qu'on a encore, qui sont prévues dans les mesures sanitaires que nous transmet le ministère, la Santé publique, en fait. Puis quand je dis que c'est une partie, c'est que les activités parascolaires, là, à l'extérieur si vous voulez, de l'horaire régulier de l'école, elles ne sont pas permises encore. Je vois passer des petites choses. J'ai vu ce matin dans les médias là, que ça commence à bouger. Je me croise les doigts là, pour que rapidement on puisse se mettre à bouger un peu plus. Donc, pour les activités qui recommencent cette semaine, est-ce que les consignes sanitaires restent les mêmes que pour le sport-études et tout? C'est différent? Est-ce qu'on le sait? Répétez votre question, là, je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Oui. Est-ce que... Les consignes sanitaires pour justement les activités de concentration sportive, est-ce qu'ils sont les mêmes que pour le sport-études? Non, ils ne sont pas les mêmes que pour le sport-études, mais comme mentionné, parce qu'on a regroupé ces activités-là du multivers, si vous voulez, sous l'égide de concentration, et que avec l'équipe école puis avec les parents qui inscrivent leurs enfants dans ces activités-là, c'est convenu que les heures qui sont retirées du 25 heures de cours hebdomadaires sont repris en récupération ou en enrichissement. Bien, ces activités-là vont pouvoir se tenir et ça, c'est permis dans les mesures sanitaires. OK. Je pense que l'imbroglio de la semaine dernière, c'est surtout en lien avec le message de se concentrer sur la réouverture des classes. Je pense que c'est probablement là. Il y a beaucoup d'impatience, puis avec raison, moi je les comprends les parents, puis je les comprends les familles d'avoir hâte que ça reprenne. Mais la semaine dernière, on a vraiment mis de l'emphase, le projecteur, il était sur la reprise des activités pédagogiques. Et puis d'ailleurs, justement, on parle de la reprise des activités pédagogiques. Comment ça s'est passé, le retour? Ça s'est bien passé. Écoutez, nos équipes sont aguerries. Le pire, je pense, ce que les gens nous disent, l'usure vient du yo-yo. On ouvre, on ferme, on reprend en présentiel, on reprend à distance. Ça, c'est usant pour tout le monde, pour les parents, pour les élèves également. Mais cette dernière fois, cette dernière reprise-là, là, le 17 janvier, c'est bien passé. On se croise les doigts. Il y a des cas à gérer à tous les jours, puis il y a une nouvelle façon de se gouverner. Hein. Je ne la réexpliquerai pas, là, vous l'entendez amplement parler dans les médias, mais on se réinvente un petit peu dans notre façon de faire, dans nos façons de faire, et jusqu'à preuve du contraire, ça se passe bien. J'ai de bons feedbacks là, de tous nos milieux. Bon, on espère que cette fois-ci, le retour à la normale va se faire pour vrai, hein, qu'on ne se retrouvera pas en reconfinement dans quelques mois et que vous puissiez finir l'année scolaire là, en beauté, si on peut dire. Bien, merci beaucoup, M. Marion, d'être venu nous clarifier la situation. Cher monsieur, puissiez-vous être entendu par tous les dieux de ce monde. On espère qu'on a une vraie relance et que ça soit terminé, cette pandémie-là. On le souhaite fortement. On souhaite qu'il n'y aura pas d'autres variants non plus qui viennent compliquer la chose. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Bye-bye. Pour
connaître ce qui se passe chez vous dans la vallée de la Matapédia. TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. C'est le 17 janvier dernier que les élèves étaient de retour en classe pour les cours en présentiel, ce qui était une bonne nouvelle pour les jeunes qui pouvaient retrouver leurs camarades de classe et pour les parents aussi, car l'école à la maison, c'est pas toujours évident, c'est parfois un casse-tête. Mais là, on se demande pour les enseignants comment ça s'est passé. Et puis, même si les cours en présentiel sont primordiaux pour la réussite scolaire, on est encore en période de pandémie. Donc, il y a des inquiétudes qui sont encore dans l'air. Et puis, pour en discuter, je suis avec Jean-François Gaumont, qui est président du syndicat de l'enseignement de la région de la Métis. Bonjour, M. Gaumont. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va très bien, merci. Et puis, justement, d'ailleurs, comment ça s'est passé, là, ce retour en classe pour les enseignants? C'est un retour en classe qui était attendu, là, je vous dirais. Vous l'avez dit vous-même, là, enseigner à distance, c'est pas l'idéal. Là. C'est pas l'idéal non plus pour les apprentissages pour les jeunes et les moins jeunes. C'était attendu, mais il y avait une certaine nervosité là, de revenir en classe. Là. On n'avait pas, pour la majorité des collègues, entré dans un établissement scolaire depuis la fermeture des classes en décembre. Certaines écoles là, qui sont fermées plus abruptement que d'autres là, en raison du nombre de cas. Donc, il y a une certaine nervosité, là, mais somme toute, ça s'est bien passé. Et puis d'ailleurs, il y a un sondage qui avait été effectué auprès des membres et c'est ça. Le résultat montrait qu'il y avait 70 des enseignants qui voulaient revenir en présentiel, mais à condition que ce soit sécuritaire. Donc, il y a des mesures qui ont été mises en place pour ce retour à l'école. Est-ce que les mesures qui ont été mises en place permettent de rassurer les enseignants sur la sécurité qu'ils recherchent? Bien, en fait, les enseignants demandaient toutes sortes de choses, là, dont l'accès aux tests de dépistage rapide. On sait que dans le temps des fêtes, puis encore aujourd'hui, là, c'est un enjeu, il n'y en a pas suffisamment. Par contre, même si on l'a demandé, autant au local qu'au national, là, à Québec, là, il n'y a pas de tests de dépistage rapide qui seront donnés aux enseignants. Par contre, on nous dit que dans chaque école et dans chaque centre de formation professionnelle d'éducation des adultes, il y aura des tests de dépistage rapide sur place, mais à ce que j'ai fait des appels ce matin, c'est pas arrivé encore partout. Aussi, une des choses que les enseignants nous nommaient, c'était d'avoir accès aux tests PCR. Ça, les enseignants ont été inscrits là, sur la liste des gens qui peuvent en recevoir. Autre chose, les fameux masques N95, là, on en parle, là, c'est un débat souvent avec le directeur national de la santé publique qui dit que c'est pas nécessaire. Dans d'autres provinces, dont l'Ontario, eux, ils jugent que c'est nécessaire, donc ils le permettent. Nous, ce qu'on demande, en fait, c'est pas de le rendre obligatoire, mais on suggère de le permettre aux enseignants qui le demandent. Pour l'instant, ça a été accepté pour les enseignants en adaptation scolaire, mais ce n'est pas le cas pour tous les enseignants. Puis dans le sondage qu'on a fait, en fait, la majorité des enseignants le réclamaient. Là. Donc, c'était une des choses qui ressortait beaucoup, l'accès au N95. Oui, puis là, pour revenir au test de dépistage, les enseignants vont peut-être vivre la même chose que la population vit avec les pharmacies. Là, il va en manquer, il n'y en aura pas assez. Et puis là, pour venir au masque N95, là, c'est surtout dans les classes spécialisées. C'est parce qu'ils n'en ont pas assez pour les rendre accessibles pour les autres? Ou on ne sait pas? Un appel d'offres, il y a 2 semaines, là, ils en vendaient là, des milliers. Là. Je ne sais pas s'ils n'ont pas accès là, ou s'ils ne veulent juste pas le rendre accessible. Il faudrait qu'ils répondent à cette question-là là, du côté de Québec. Parfait. Donc là, on sait que la pandémie, oui, c'est un obstacle, mais il y a un deuxième obstacle qui se retrouve là, devant nous aussi, c'est le pénurie de personnel. Et d'ailleurs, il y a un plan de contingence qui a été mis en place par rapport à tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de c'est quoi ce plan de contingence-là? Ce qu'on appelle un plan de contingence, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe si un enseignant, un matin, n'est pas là pour une raison X, là, dans ce cas-ci, isolement en raison de la COVID. Fait que, dans le fond, le plan de contingence, c'est de dire, qu'est-ce qui se passe quand un enseignant n'est pas là? Fait que la première des choses, présentement, si un enseignant est en isolement, soit parce qu'il a la COVID ou un membre de sa famille qui réside avec lui là, il reste chez lui, il enseigne à distance à ses élèves qui sont en classe. Autre chose, donc on nous a dit... on l'a vu beaucoup dans la vallée là, de la Matapédia là, cet automne, là, donc des classes ou des écoles qui ont fermé. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne fermera plus de classes, à moins qu'il y ait 60 des élèves là, qui soient en isolement ou qui aient la COVID.
ou qu'il n'y ait plus d'enseignants là, ou d'adultes disponibles pour faire de la surveillance. Parce qu'on le sait, c'est sûr que s'il y a un enseignant qui est chez lui, qui enseigne à ses élèves qui sont dans la classe, bien, ça prend quand même un adulte là, qui fait la surveillance et qui est dans la classe. Donc, on vient doubler le besoin de personnel, en plus du personnel qui pourrait, lui, on va dire, avoir la COVID puis développer des symptômes puis pas être en mesure d'enseigner. C'est un peu pour ça qu'ils ont ouvert la porte, parce qu'il y avait des parents qui voulaient aller faire de la surveillance, que ça serait possible. Oui, dans le fond, c'est sûr qu'ils nous ont dit que ce seraient des parents volontaires, qui ne feraient pas d'enseignement, évidemment, là, qui pourraient faire de la surveillance, mais bon, moi, je pense que ça devrait être vraiment la solution de dernier recours là, pour assurer la sécurité des élèves. L'enseignement, ça doit principalement passer par des gens qui ont leur brevet en enseignement et qui sont capables d'enseigner. Oui, puis c'est peut-être pas toujours nécessairement réaliste non plus d'avoir les parents, parce que souvent, les parents travaillent eux autres aussi. Ça ne doit pas toujours être évident d'avoir les parents non plus à l'école. Ce qu'on nous a dit du côté des centres de services, là, quand je questionnais, là, c'est que pour l'instant, on visait les gens qui travaillaient dans les restaurants et qui étaient en arrêt de travail pour quelques semaines, là, le temps que ça réouvre. Là, mais c'est sûr que des parents disponibles. On parle de pénurie de main-d'œuvre en éducation. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans pas mal tous les secteurs. Donc, des parents disponibles, il n'y en a pas beaucoup. Non, tout à fait. Et puis d'ailleurs, aussi, le plan de contingence parlait aussi peut-être de réaffecter du personnel professionnel, les déplacer. Mais si on fait ça, est-ce qu'on ne crée pas un autre problème? Parce que là, on va déplacer des gens pour remplir un besoin d'un côté, mais on va créer une pénurie de l'autre côté. C'est sûr que le service aux élèves va être affecté d'une manière ou d'une autre. Là. Le choix qu'a fait le gouvernement, c'est de dire on veut plus de services de proximité directement avec les groupes d'élèves, puis on va délester. On parle de délestage en santé depuis un certain nombre de mois. Bien là, c'est exactement la même chose de ce qui se passe en éducation. Mais avant d'arriver au personnel professionnel, il y a quand même des services qui sont donnés par des enseignants en dehors là, des heures de cours. Là. Par exemple, au secondaire, il y a des enseignants ressources là, qui peuvent aider les élèves à s'organiser, savoir se préparer ou les aider dans une matière. Bien, ces services-là vont être mis sur la glace si ces personnes-là ou ces enseignants-là doivent aller remplacer des collègues. Mais ce n'est pas une période idéale là, parce que aussi, si un enseignant est absent, bien, il devra être remplacé s'il n'y a pas de suppléant avant d'en arriver au professionnel là, ou même si c'est des professionnels, mais on va arriver à ce qu'on appelle du dépannage. C'est des enseignants qui ont leur propre charge de cours, qui peuvent être libres de leur période, soit pour faire, il faut faire de la correction, planification et tout ça. Donc, on les prend pendant leur période où ils doivent travailler dans leur matériel, puis on les envoie surveiller une classe. Fait que ça ajoute, on parle de surcharge de travail en enseignement, mais là, on en ajoute une couche supplémentaire. Oui, est-ce que la situation présentement est plus difficile qu'elle l'était au début de la pandémie? Parce que là, c'est pas la première fois qu'il y a la fermeture des écoles, on revient, on referme, on revient. Mais présentement, ça semble, avec ce qu'on entend, ça semble plus difficile là qu'au début de la pandémie. Est-ce que c'est une illusion ou c'est vraiment plus compliqué? Je pense qu'on en demande de plus en plus aux enseignants. Là. C'est sûr que quand on fermait une classe, bien, ça simplifiait les choses. Là, on veut tout garder ouvert à tout prix, donc ça va demander, en fait, c'est mathématique, là, ça va demander plus de personnel, puis on a de moins en moins, parce qu'il y en a qui décrochent. Donc, oui, moi, je pense que c'est plus difficile qu'au début de la pandémie. Fait que là, ça demande encore un ajustement pour les enseignants, mais pour les parents, pour les élèves aussi. Fait qu'on leur en demande encore beaucoup. On les en demande beaucoup. Puis nous, ce qu'on demande depuis le début de la pandémie, justement, c'est de la prévisibilité. C'est de pouvoir prévoir les choses puis le savoir. Puis quand on a décidé de rouvrir les écoles le 17, on l'a su le jeudi la semaine d'avant. Donc, les enseignants n'avaient pas mis le pied dans les classes depuis 3 semaines. Donc, quand les mesures changent, on demande qu'on ait un minimum de temps pour se préparer. Puis je vous dis qu'on l'a su le jeudi. Bien, ce jeudi-là, puis le vendredi, le lendemain, bien, les enseignants travaillaient déjà, enseignaient à distance. Fait que pour se préparer à revenir en présence, c'est une charge de travail. Là, c'est pas vrai qu'on vire un cours qui était prévu en présence à distance en 3 secondes et quart. Là. Ça prend du temps de préparation. Puis un cours, bien, ça se monte pas en un clin d'œil. Là, il reste encore quelques mois avant la fin de l'année scolaire. Comment on prévoit là, que ça se passe là? Parce que là, j'imagine qu'en ce moment-là, on est correct, mais il ne faudrait pas qu'il arrive trop de catastrophes d'ici la fin de l'année. Du côté du centre de services de Monts-et-Marais, on m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de suppléants là, du côté des enseignants. Là, on en a une poignée là, dans la vallée, puis une poignée
une poignée du côté de la Matanie. Donc, effectivement, il ne faut pas qu'on... On peut arriver... Nous autres, on l'appréhende. Là. On a peur de ça, là, d'arriver à des bris de service. C'est-à-dire qu'on devra fermer une classe parce qu'il n'y a plus de personnel. Puis, évidemment, ce n'est pas l'idéal pour les jeunes à qui on enseigne. Si jamais ça doit arriver, comment ça va fonctionner? Cette classe-là vont tourner à l'école à la maison ou vont être replacées dans d'autres classes? S'il n'y a plus d'adultes pour surveiller, dans le fond, la classe ferme, puis on envoie les élèves à distance. OK. Fait que là, on se ramasse avec des cours hybrides. Là. Il y a des élèves qui sont en classe, il y a des élèves qui sont à la maison. Fait que Si on ferme la classe, en fait, tout le monde est à distance dans cette classe. Oui, c'est ça. OK, parfait. Ben, écoute, merci, M. Gaumont, pour les clarifications. On voit que c'est vraiment pas une situation facile là, pour le personnel dans les écoles. On vous souhaite, d'ici la fin de l'année, que ça se passe bien. On se croise les doigts que les jeunes vont pouvoir finir l'école comme il se doit. Donc, je vous remercie de m'avoir invité, puis ça me fera plaisir de revenir là, faire un topo au besoin. Parfait. Bon, on aura peut-être besoin de se reparler s'il se passe d'autres choses. Sûrement. Ça bouge tout le temps, ça change à toutes les semaines. Il se passe tout le temps quelque chose. Merci beaucoup, M. Gaumont. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Les trois partis de Voyons, je recommence. Les trois partis de l'opposition du gouvernement du Québec, soit le Parti libéral, le Parti québécois et Québec solidaire, ont fait front commun pour demander une enquête publique sur la gestion de la pandémie. Celle-ci s'ajouterait à celle sur la situation dans les CHSLD et à celle de la commissaire à la santé et au bien-être. Quelques municipalités au Québec ont adopté une résolution pour soutenir la demande des partis de l'opposition de la CAQ. Dans la vallée de la Matapédia, la municipalité de Saint-Irène fut la première à entreprendre cette démarche et tout récemment, la municipalité de Saint-Damas a emboîté le pas. Donc, pour en discuter, je suis en compagnie du maire de Saint-Irène, Sébastien Lévesque. Bonjour, M. Lévesque. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous-même. Oui, ça va très bien. Donc, le conseil municipal a décidé d'appuyer le député de Matane, Matapédia, Pascal Bérubé, dans la demande d'enquête publique. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? Oui, bien, la résolution là, porte sur... il y a deux demandes là, qui sont incluses dedans. Dans un premier temps, effectivement, là, on soutient les partis d'opposition qui ont réclamé une enquête publique là, indépendante sur la gestion de la pandémie. Puis dans un deuxième temps, là, c'est aussi de demander au gouvernement là, de mettre fin là, à la gouvernance là, par décret sous le pouvoir de l'urgence sanitaire là, qui se prolonge depuis maintenant bientôt 2 ans. Fait que tout ça, ben, dans le fond, les demandes, là, il y en a eu plusieurs au cours de la dernière année des partis d'opposition. Nous, on considère là, que notre député est là quand on a besoin de lui. Fait qu'on s'est dit que c'est plus particulièrement là, pour notre député, mais également, là, c'est des demandes qui sont partagées parmi les partis d'opposition. On s'est dit là, que c'était le temps là, d'apporter du soutien à nos députés là, dans cette démarche-là qui sont faites au niveau de l'opposition. Et en tant que municipalité, là, c'est quoi les démarches que vous devez faire? Bien là, ce que je comprends, là, vous avez envoyé une lettre. Est-ce qu'il y a d'autres démarches que vous devez faire? On doit, il n'y a rien qu'on doit faire vraiment. Nous, on a décidé de le faire en disant là, que peut-être ça pourrait aider là, à ce qu'il y ait un mouvement là, positif pour la suite des choses. On a pris une résolution, on a transmis copie, bien entendu, là, à Pascal Bérubé. Ça a été envoyé au premier ministre du Québec, là, M. François Legault, ainsi qu'aux différents chefs des partis d'opposition. Et j'ajouterais, là, on a inclus également là, le Parti conservateur du Québec là, avec Éric Duhem, là, qui est quand même en progression là, ces temps-ci là, dans les sondages et qui a des demandes qui vont dans le même sens là, également, là, notamment là, au niveau de la fin de l'urgence sanitaire. OK. Donc, maintenant que la lettre est envoyée, vous ne ferez pas d'autres actions? Vous allez voir l'impact que ça va avoir? Ça a été transmis également là, à l'ensemble des MRC du Québec.
Fait qu'on espère là, que le message là, pourra circuler, puis il y a peut-être d'autres municipalités là, qui considèrent aussi là, que le mode de gouvernance là, en mode urgence doit être révisé là, après tout ce temps. Donc, par la suite, effectivement, là, on attend de voir. C'est libre à chaque municipalité là, de se positionner ou non là-dessus. On comprend bien là, que c'est un sujet assez sensible. Là, et des fois, là, ça peut être complexe de se positionner dans ce contexte-là. Mais voilà. Puis, de mon côté, la discussion va être apportée là, également au niveau de la MRC là, pour voir s'il y aurait une position qui pourrait être prise dans ce sens-là au niveau de la MRC. OK. Donc là, vous dites vous allez l'apporter bientôt, vous allez en discuter bientôt avec la MRC? Il y a une rencontre de travail qui est prévue le 2 février, donc la semaine prochaine, au niveau de la MRC. Fait que le sujet pourra éventuellement être abordé là, pour voir s'il y aurait une position qui serait prise à la séance régulière là, du 7 février. Parfait. Quels ont été les impacts là, de toutes ces mesures-là pour votre municipalité? Pour la municipalité, directement, les impacts sont comparables, si on veut, là, que pour l'ensemble. Il y a eu des fermetures, du télétravail qui a dû être fait là, au niveau des séances du conseil qui doivent être tenues là, à huis clos en visioconférence. Donc, ça peut apporter certains défis pour les citoyens là, qui auraient des préoccupations, des questions pour le conseil. Mais je pense que l'impact majeur est là où notre préoccupation se trouve principalement, mais c'est l'impact dans la vie de nos citoyens. Fait que c'est plus à ce niveau-là, c'est ce qui motive notre intervention. Dans notre action municipale, on comprend très bien que ça n'empêche pas que le déneigement se fait en hiver ou d'autres services municipaux là, peuvent quand même être offerts. Là. Il y a quelques ajustements là, dans les bâtiments qui doivent être faits, mais ce n'est pas là l'impact majeur. Fait que c'est vraiment là, au niveau là, de l'impact particulièrement là, psychologique et même économique là, pour nos citoyens. C'est ce qui nous préoccupe là-dedans. Puis, en tant qu'élu, nous, on respecte là, une procédure, la démocratie a son rôle à jouer. Donc, c'est aussi ce qui nous préoccupe là, à ce niveau-là. Le gouvernement a saisi l'opportunité de maintenir longtemps et encore l'urgence sanitaire qui lui donne des droits spéciaux, mais c'est pas la seule façon que le gouvernement peut utiliser là, pour combattre là, la pandémie. Il y a moyen que le débat démocratique soit fait sur les différentes mesures à adopter. Ça ne veut pas dire nécessairement, là, notre position ne veut pas dire laisser tomber toutes les mesures automatiquement. On veut juste qu'il y ait un retour normal de la démocratie à l'Assemblée nationale du Québec. Oui, puis dans le fond, c'est ça le but de l'enquête, là, c'est d'identifier qu'il y aurait peut-être eu d'autres façons de faire que celle-là. Oui, c'est sûr. Au niveau de l'enquête, actuellement, le gouvernement Legault se défend en disant il y a des enquêtes, je n'aurai pas les termes exacts, là, mais il y a 2 ou 3 enquêtes à différents niveaux qui se font. La CAQ considère de son côté que c'est suffisant. Les partis d'opposition ne sont pas d'accord et nous, on l'a inclus là, dans notre résolution parce qu'effectivement, on émet des doutes. Quand un gouvernement, surtout en considérant là, qu'il maintient encore l'urgence sanitaire, on peut peut-être douter là, à quel point il est transparent dans ce qu'il transmet comme information pour les différentes enquêtes sur lesquelles il y a quand même un certain pouvoir, là, si on veut. Là. Fait qu'une enquête publique indépendante, là, ce serait vraiment libre là, à la personne là, qui réalise l'enquête là, de poser toutes les questions et d'avoir accès à tous les documents qu'il juge nécessaires, même si ça ne fait pas l'affaire du gouvernement. Oui. Comme je l'ai mentionné, on vient d'apprendre aussi que la municipalité de Saint-Damas a adopté la même résolution. Donc, ils vont envoyer une lettre d'appui aux députés. Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous avez eu la possibilité de discuter avec le maire de cette municipalité? Non, je n'étais pas au courant. Je l'apprends à l'instant et j'en suis très heureux. Je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec le maire sur le sujet. Donc, peut-être tant mieux là, si notre résolution qui circule là, incite d'autres municipalités à aller dans le même sens. Là. Je pense que c'est dans l'intérêt là, de toute la population, là, le retour à une démocratie, un processus démocratique normal là, pour la suite des choses. Oui, c'est ça. Puis comme on dit, des fois, ça en prend un qui fait le pas, puis les autres vont moi aussi, je vais le faire. Donc, vous avez été les premiers. Là, on a appris pour Saint-Damas. Qui sait, il y a peut-être d'autres municipalités qui vont se manifester là, également. Donc, j'imagine, pour vous, comment vous réagissez là, de voir qu'il y a d'autres municipalités qui emboîtent le pas? Oui, c'est sûr que je suis très content. Là. Plus il y aura de municipalités qui vont se lever dans ce sens-là, je pense que
plus ça va donner un message clair au gouvernement là, qui est temps là, de revoir le mode de gouvernance là, pour la suite des choses. Puis, c'est sûr que nous, localement, on était la première. Là, mais j'ai eu connaissance, là, sans connaître le contenu exact là, mais de la résolution, que Baie des Sables là, avait adopté avant les fêtes une résolution là, qui va un peu dans ce sens-là. Fait que, je soupçonne là, qu'il y a possiblement d'autres municipalités au Québec qui avaient déjà pris certaines positions là, sans qu'on ait nécessairement connaissance de ça. Probablement qu'il y en a d'autres qui l'ont fait aussi, mais c'est ça, vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez pas si dans d'autres régions, il y a d'autres municipalités qui l'ont fait. Non, c'est ça, on n'a pas fait de recherche. Là. Nous, c'est parti d'un constat qu'on pensait que ça pouvait être nécessaire d'appuyer notre député dans un premier temps, mais les partis d'opposition là, dans leurs demandes là, qu'on considère quand même légitimes à cette étape-là de la gestion de la pandémie. Donc, on n'a pas fait de recherche à savoir s'il y avait déjà des gens qui avaient été dans ce sens-là ou pas. Mais pour la suite des choses, on espère là, qu'il y a plusieurs municipalités qui décident de se lancer. Bien, merci beaucoup, M. Lévesque, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous en parler. Et puis, on souhaite peut-être que d'autres municipalités là, agissent, embarquent dans le train pendant qu'il passe. Et puis, on vous souhaite que ça ait un impact, que la lettre que vous avez envoyée là, puisse avoir un impact là, sur la suite des choses. Oui, bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé un peu de temps. Bien, merci beaucoup. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. En 2017, il est devenu, je devrais peut-être dire, il est redevenu le maire de Sébec. Et aux dernières élections municipales, il a conservé son poste, étant le seul candidat à s'être présenté comme maire. Donc, un homme qui a fait beaucoup pour sa municipalité et la région et qui n'a plus besoin de présentation, M. Marcel Belzile. Bonjour, M. Belzile. Bonjour, M. Baudouin, vous allez bien? Je vais bien, vous? Très bien. Donc, on vous parle aujourd'hui parce que pour les prochains 4 ans, vous restez le maire de Sébec. Donc, pour vous, c'est un retour parce que vous avez déjà été maire dans le passé. Pourquoi avoir voulu faire un retour en politique municipale? Il faut dire que j'ai l'impression que cet ADN-là, cette forme de maladie-là, que j'appellerais de faire de la politique, on a peut-être ça quand on est jeune. Alors moi, je l'avais, parce qu'il faut peut-être ça ne me rajeunit pas, là, mais à l'âge de 25 ans, moi, je me suis présenté comme candidat à une convention ou un parti politique provincial. Alors, je pense qu'à partir de ce moment-là, j'avais cette espèce de folie-là, je dirais, de faire de la politique. Les circonstances ont fait qu'au début de trentaine, j'étais maire de la paroisse de Sébec avec le comité de citoyens, on a réalisé la fusion. J'ai été élu, puis pas longtemps. Dans le contexte de fusion, j'ai été défait et j'ai quitté la politique. J'ai pris mon pack-sac de professionnel et j'ai fait ma vie. Mais j'avais toujours, toutes les fois qu'il y avait des élections, que ce soit provinciales, municipales, si j'avais été là, j'aurais peut-être eu le goût de revenir, mais je me suis dit, un jour, on verra. Et j'avais oublié, en quelque sorte. Les événements de vie ont fait qu'à ma retraite, je suis revenu dans mon coin natal en 2015. Et c'est là que la folie a repris de me dire un jour, peut-être que je devrais penser à ça. Et 2017, bien, effectivement, je me suis présenté. J'ai été élu avec une belle majorité. Et c'était un gros mandat parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Autant l'implication municipale Sébec que sur le plan régional. Et après 4 ans, bien, on réalise que 4 ans passent vite en politique des fois. Des fois, c'est long, mais d'autres fois, c'est vite. Alors, dans mon cas, à moi, c'était tellement occupé par toutes les préoccupations qu'il y avait sur le plan local que le temps a passé. Et évidemment, on acquiert une certaine expérience, un certain rodage. Je dirais également une certaine satisfaction du devoir accompli. Alors, c'est ce qui m'a amené à me représenter à nouveau en me disant, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le droit, je dois poursuivre si la population le veut.
pour un autre mandat, pour, je pense, atteindre d'autres objectifs et d'autres éléments bien importants pour la communauté québécoise. Tout à fait. Là, vous mentionnez que 4 ans, ça passe très vite. Vous faites quoi comme bilan là, du dernier mandat? Le bilan du dernier mandat, c'est peut-être pas un bilan qui est très, très visuel, dans le sens que c'est pas palpable par l'ensemble de nos citoyens nécessairement. Ça l'est par le fait que les taxes ont été maintenues à un niveau, autrement dit, pendant 2 années, nous avons maintenu le niveau des taxes au même niveau des taxes de base. Et il y a eu un effort incroyable d'efficience et de bonne gestion pour améliorer et faire en sorte que tous les éléments, les actifs professionnels que nous avions se mettent à la table avec nous, travaillent avec nous pour justement faire en sorte d'augmenter le moins possible les dépenses municipales, puis se mettre vraiment sur la coche comme municipalité avec les instances gouvernementales, avec nos relations intermunicipales, nos relations régionales, MRC. Alors ça a été le gros mandat, mais à travers ça, on a eu un héritage quand même important au niveau du réseau routier, parce qu'au moment où on se parle, le réseau routier extra-urbain, que je dirais plus rural, a été réalisé dans sa totalité. On a réalisé la dernière route en 2021, qui est la route du lac Malcolm, je devrais dire 2020 plutôt, la route du lac Malcolm, qui était un gros projet de 8 millions et plus, là. Et on a fait ça. Donc, notre réseau rural est refait au complet, y compris notre route connectrice, Sébec-Saint-Paul-Méthane, par le ministère avec les pressions qu'on a faites, puis on s'en est occupé, de sorte qu'on peut se croiser les doigts et dire ça, c'est fait. Maintenant, tout notre réseau, que je dirais plus urbanisé, on parle de la rue de l'Édé, Fenderson de ce monde, le secteur Joubert-Ouest, c'est des rues qui doivent être refaites au complet au niveau de l'infrastructure. Il y a un code rouge qui est allumé et ça fait partie, bien sûr, des éléments de préoccupation du prochain mandat. Mais pour finir sur le bilan, c'est surtout toute une question d'une gestion serrée, d'efficience. Et à travers ça, on a mis sur la table un paquet de projets. Puis on peut dire aujourd'hui, entre autres, il y a un projet on n'a pas pu l'annoncer pendant la période électorale, mais on peut dire qu'il y a un projet qui avait été demandé de la rallonge de la biomasse, parce que nous, on est sur la biomasse, on approvisionne des clients, dont la municipalité. Donc, on a eu l'acceptation de ce projet-là un petit peu avant les élections de cette année. On ne pouvait pas en parler parce que ça aurait mêlé les cartes un peu, ça aurait paru un petit peu partisan. Oui. Alors, on ne l'a pas fait, mais c'est un beau projet qui va alimenter, permet d'allonger l'entrepôt de la biomasse, qui permet d'approvisionner le garage municipal, d'approvisionner la gare patrimoniale et le centre sportif également. Alors, c'est un projet qui est assez d'envergure, qui nous permet encore là d'être encore plus vert. Alors, ça, c'est une belle réalisation qu'on a eue à travers toutes les autres réalisations que je ne me permettrai pas de vous nommer ce matin, ça serait trop long. Alors, le bilan, c'est un bilan de membres de conseil aussi qui était très tissé serré, qui travaillait en équipe, puis qui a fait en sorte qu'on a avancé. Sincèrement, nous avons avancé à Sébec, mais avec des enjeux. Vous imaginez une population de 1800 à peu près. Là, on a su qu'on était peut-être rendu à 1831. On aura augmenté, heureusement. Donc, une population quand même relativement petite. Nous sommes la municipalité du secteur, évidemment, la plus grosse au niveau du centre du secteur ouest. Mais en même temps, on a des enjeux incroyables parce qu'on offre quand même, je ne parle pas de commercial, mais de services municipaux, de services, commission scolaire, l'école polyvalente, et ainsi de suite, les CPE. On est quand même une municipalité avec beaucoup de services, mais avec une population qui n'est pas très grosse. Alors, les enjeux sont importants. Un centre sportif qui coûte énormément cher. Alors, on est aux prises avec des enjeux fondamentaux pour les prochaines années qu'on doit tenter de régulariser, d'atténuer, d'harmoniser, puis de faire en sorte qu'on avance. Et puis, il y a eu une particularité aussi l'année dernière avec la pandémie de la COVID-19 qui est venue un peu compliquer les cartes pour bien des municipalités. Comment ça se passe là, pour vous? Et c'est
toujours pas terminé la pandémie, donc vous commencez le nouveau mandat aussi avec cette réalité-là. Comment ça se passe, la gestion là, dans ces conditions-là? Ouais. C'est une excellente question, M. Baudouin. On ne se le cache pas, là. J'ai envie de vous dire qu'il faut être fait fort un peu là, pour passer à travers ça. Puis, vous savez, l'enjeu de la pandémie n'est pas terminé. Le suivi de la pandémie là, nous rattrape là, avec ce qui risque de se passer, des augmentations à tout égard. Mais comment ça s'est passé? C'est qu'évidemment, au niveau de notre centre sportif, au niveau de notre centre communautaire, on a perdu des revenus importants. Oui, on a eu de l'aide gouvernementale qui est venue pallier, mais sur le plan du personnel, sur le plan organisationnel, c'était tout un chantier, un branle-bas qui se poursuit d'ailleurs, il faut l'avouer, on est encore dans une situation pandémique et on a bien hâte que ça cesse. Et particulièrement par le fait que là, on est en train de réaliser notre budget 2022, on est en train de regarder les effets sur les dépenses potentielles. On n'ose pas imaginer, parce qu'on a des projets justement, on n'ose pas imaginer l'impact que ça pourrait avoir, mais il faut que je vous dise que c'est pas facile, mais ça fait partie du mandat et de la responsabilité. Quand on est un élu, il faut accepter ces situations-là, mais on était loin de s'y attendre, vous comme moi. Non, c'est toute une surprise. Je pense qu'on ne s'attend pas à ça, puis on ne souhaite pas ça non plus. Et puis là, vous en avez parlé un petit peu, vous avez parlé des routes, mais il y a tout autre projet là, qui vous tiennent à cœur, là, que vous aimeriez faire avancer ou accomplir là, dans le prochain 4 ans. M. Baudouin, j'entendais le maire de Rimouski cette semaine, il parle de la crise du logement à Rimouski. Là. Je peux vous dire qu'à Sébec, nous vivons la même situation. Je n'appellerais pas ça une crise, je fais attention à mes mots, mais c'est une problématique d'avoir du logement abordable, je dirais du logement de qualité à prix abordable à Sébec. C'est un enjeu majeur à notre développement. Qu'on le veuille ou pas, nous avons des grandes entreprises sur notre territoire, je ne les nommerai pas, mais vous les connaissez, je pense. Nous avons des grandes entreprises, des belles entreprises, des entreprises qui évoluent, qui sont modernisées. Mais on a un problème, c'est que la main-d'œuvre n'est pas à Sébec. On en a un peu, mais on n'est pas capable de retenir, d'abord d'accueillir d'une part, puis d'autre part de retenir cette main-d'œuvre-là. Donc, une des grandes préoccupations est celle-là. Et vous savez probablement que comme municipalité, nous avons les mains liées sur le plan réglementaire. Alors, on est en train de regarder une réglementation qui pourrait nous aider à favoriser ces éléments-là. Alors ça, c'est une de nos grandes préoccupations pour l'année qui vient et le prochain mandat. L'autre grande préoccupation, bien, vous doutez bien que toute la notion environnementale, on sait qu'on est lié avec l'environnement constamment sur les questions des bassins de rétention des eaux, puis ça déborde ou ça déborde pas, puis ainsi de suite. Donc, on est en train de regarder une réglementation concernant les gouttières pour faire en sorte qu'on arrête d'envoyer l'eau de pluie dans le réseau, dans le système d'égouts, qui vient gonfler, en fait, les bassins de rétention. Alors, on va travailler très fort là-dessus. Puis, l'autre facette, tout en ayant une administration efficiente et rigoureuse, on travaille évidemment sur des projets, là, je vous en nomme quelques-uns. Les jeux d'eau, on est en attente actuellement, c'est un concept intéressant. On a la halte routière municipale, qui est un concept unique, qui serait unique pratiquement au Québec avec la thématique que nous avons. On garde également le projet de la Pointe-du-Lac et des investisseurs privés. On a justement une rencontre hier. Notre grande préoccupation est aussi au niveau des aînés, le maintien de nos aînés dans notre secteur, dans notre municipalité. Je ne veux pas l'annoncer, là, parce que ça sera dit, mais je peux vous mentionner quand même en tant que maire que je suis au fait depuis cette semaine que nous allons aller en appel d'offres bientôt pour les logements, les habitations de seigneurie. C'est 18 unités pour personnes âgées. Alors ça va être une belle nouvelle. Et également on a d'autres travaux qui se font, d'autres travaux qui se font à l'égard de d'autres projets. Évidemment qu'on a, vous savez comme moi, que nous avons la contrainte sur le plan commercial. On a des entreprises qui ont fermé pendant la COVID. On est en rupture, c'est un terme qu'on connaît sur le plan gouvernemental au niveau de la santé, mais à Sébec, on est en rupture
de commerce, de restauration, d'hébergement. Alors, vous imaginez qu'on fait un travail énorme. Le maire travaille très fort un peu de son petit côté commissaire industriel pour tenter d'influencer des investisseurs et amener des choses intéressantes. Alors, je pourrais vous en parler longuement, là, plein de projets. Oui, c'est ça. On voit que là, vous ne chômerez pas dans les prochains 4 ans. Là. Pas du tout. C'est un maire à temps plein, c'est vrai que je vous confirme. Oui, c'est ça. Et on le sait que vous êtes bien engagé dans la région, puis pour votre municipalité. D'ailleurs, la Fédération québécoise des municipalités, vous avez choisi comme finaliste pour le prix Jean-Marie Moreau, qui est un prix quand même prestigieux, qui est remis en reconnaissance envers l'engagement que les gens ont envers leur communauté. Alors, comment vous avez reçu ça, cette nomination-là? Bien, en fait, c'est toujours flatteur. Et d'un, je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais même pas que j'avais été inscrit à ce concours-là, d'une part. D'autre part, quand je l'ai appris, bien, c'est toujours flatteur d'apprendre ça. Et d'être finaliste au niveau provincial, j'étais dans les 3 finalistes, alors c'est de robot. Je n'avais pas de prétention de gagner ce prix-là, mais au moins d'être finaliste, c'est des robots. Puis évidemment, malgré toute mon implication depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 17 ans, je me suis fait avoir un peu par un maire qui avait travaillé sur un dossier environnemental très, très pertinent. Donc, il méritait le prix plus que moi, malgré tout. Et je lui ai concédé avec un beau sourire, tout simplement. Mais de toute façon, comme on dit, ce n'est pas rien d'être nominé. Là. On vous a quand même choisi, donc exact. Je ne sais pas sur combien de personnes vous avez été choisi, mais vous étiez dans les 3 choisis. C'est quand même extraordinaire. Aucune idée. Je sais qu'il y a plus de 1000 municipalités au Québec. Nous, on est dans la FQN, donc les municipalités de moins de 5000 habitants en moyenne. Alors, peut-être sur 700, 800, 900 municipalités. Ce n'est pas tout le monde qui ont été nominés, qui ont participé, mais j'ai aucune idée, je ne sais pas. Mais c'est un prix provincial, prestigieux, et c'est une nomination intéressante, mais je suis bien content d'avoir participé. Oui, bien c'est pour vous féliciter de toutes vos réalisations. Puis d'ailleurs, dans tout ce que vous avez fait, là, c'est quoi vos plus grandes fiertés? Je vous dirais que ma grande fierté, puis je fais attention à ce que je dis parce qu'il y en a des gens qui se sont appropriés ça, là. Mais ma plus grande fierté, et je salue à chaque fois que je passe devant, c'est mon implication pour l'usine Uniboard de Québec qu'on appelait à l'époque Panval, dans tout le contexte de la pandémie. C'est sûr qu'il y a des noms qui ont bien paru à travers ça, j'enlève rien. Mais je dois vous dire que si je n'avais pas donné le coup de poing sur la table en implorant quelques saints du ciel, au moment où on devait choisir entre une papeterie à cause abscale qui ne venait pas et un projet sur la table qui s'appelait Panval à l'époque, et d'avoir fait en sorte, je m'excuse pour vous comme journaliste, d'avoir fait sortir les journalistes, les gens du ralliement, puis dire on prend la décision de l'usine à Québec. Ça, c'est ma plus grande fierté. Puis je peux vous dire une chose, qu'elle est là et je suis bien content. Elle perdure. Puis vous avez vu aller l'usine de pâte et papier. Fait que je suis très fier de ce coup-là. Je peux vous le mentionner. Bien, félicitations. Et puis, bien, M. Belzile, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir de s'entretenir avec vous ce matin. Je vous en prie, M. Baudouin, puis j'en profite peut-être, là, je ne sais pas à quel moment ça passera, là, mais j'invite les gens à écouter cette petite vidéo-là, puis à prendre connaissance des informations, puis je tiens à vous remercier en tant qu'organisation médiatique de collaborer avec nous. Alors, merci sincère. Parfait. Bien, on vous souhaite un beau mandat, un beau 4 ans. On vous souhaite de réaliser plein de belles choses, puis que ça se passe bien. Vous êtes bien gentil. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est terminé pour l'édition du 28 janvier de Info.tvc. Merci d'être à l'écoute chaque semaine et merci à la boutique Passion Mode de Cause Abscale qui m'habille pour l'émission. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit vendredi prochain.